Allez, s'il vous plaît. Allez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je tiens à vous rappeler que samedi matin, vous étiez collé pour un cours d'histoire géo, j'y ai vu personne. Vas-y, monsieur, on n'avait pas que ça à faire. On a assez de cours comme ça. Vous avez un programme sur lequel vous êtes en retard, ça vous inquiète pas plus que ça? Continuez sur les jeux vidéo. Parce que ça vous plaît finalement quand je parle de... C'est pourri, mais au moins, y a pas de carte à colorier. Allez, on repart vers la guerre froide. N'écoutez pas, on l'aime votre cours sur le jeu vidéo. Vraiment? Non mais... honnêtement, vous l'appréciez? On l'adore, monsieur. Bon allez, vous savez quoi? On repart dans les années 1980 pour étudier les premiers shoot 'em up. Alors aujourd'hui, on va parler des premiers shoot 'em up, qu'on appelle aussi shmup. Quelqu'un peut-il rapidement me définir ce genre? Oui, Julie? C'est du tir sur tout ce qui bouge? Certains le définissent comme ça, oui. On prend souvent Space Invader comme représentant de la naissance de ce genre. On y contrôle donc un véhicule ou un personnage et l'objectif est de vaincre des vagues d'ennemis tout en évitant leurs projectiles. Et pas toujours, mais c'est bien souvent des jeux qui se déroulent dans l'espace, où nous sommes à bord d'un vaisseau. Et oui, la culture populaire des années 1980 est marquée par la science-fiction, notamment la série de films cultes Star Wars, et le jeu vidéo n'échappe pas à la règle. D'ailleurs, dès 1962, Steve Russell, étudiant au MIT, code en 6 mois, sur le seul ordinateur disponible de l'université, le PDP-1, Space War, considéré pour beaucoup comme le tout premier jeu vidéo, même si nous verrons plus tard que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Eh bien, de quoi s'agit-il? D'une bataille intergalactique. Et oui, Steve Russell était féru de science-fiction. Deux joueurs s'affrontaient donc dans le but d'éliminer l'adversaire. Mais Steve Russell est le premier à simuler l'espace dans le jeu vidéo. Il n'a aucun titre sur lequel s'inspirer, seulement les lois réelles de la physique. Le vaisseau du joueur ne se déplace pas seul. Il faut choisir sa direction et utiliser de l'énergie pour se propulser. Une étoile au centre du tableau attire par sa gravité les vaisseaux. Et si un joueur s'y engouffre, il perd la partie. Asteroids reprend exactement le même mécanisme, seulement cette fois-ci pas d'adversaire, mais des météorites que nous devons détruire. À l'impact de nos missiles, celles-ci se scindent en deux parties qui, elles-mêmes, se redécomposent à nouveau en deux, la difficulté résidant bien sûr dans le fait d'éviter les fragments de météorites qui se multiplient. Galaxian, lui, s'inspire clairement de Space Invader, avec tout de même des adversaires un peu plus agressifs qui ne se contentent pas de rester groupés, menant de véritables assauts à notre rencontre. Mais passons cette petite introduction et attaquons avec Defender. Vous l'aurez remarqué, on retrouve à nouveau le propulseur qui nous permet de nous déplacer, et toujours ces fameux envahisseurs que nous devons combattre. Mais regardez bien le jeu. Par rapport à tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, on a une différence assez majeure. Non? Allez, elle saute aux yeux. Vas-y Maxime, je suis sûr que tu sais. Ça bouge. Exactement. Jusqu'à maintenant, tous les jeux que nous avions étudiés se déroulaient dans un espace représenté dans son intégralité sur une image fixe qu'on appelle un tableau. Mais avec Defender apparaît ce que l'on nomme au cinéma le hors-champ. Rappelons rapidement de quoi il s'agit. Lorsque je filme une scène, l'objectif de ma caméra impose une limite, le cadre. Il est physiquement impossible de demander à une image fixe de rendre l'univers entier. Mais malgré cette limite, les personnages, eux, peuvent sortir du cadre. On dit alors qu'ils se trouvent hors-champ. Et un simple déplacement de la caméra permettrait de les retrouver. Tout le monde arrive à suivre jusque-là? Moi, je capte rien, monsieur, hein. Y a que Jonathan qui est perdu. Bon, rien d'inhabituel, je continue. Et dans Defender, là aussi, l'univers s'avère être trop grand pour être contenu à lui seul à l'écran. Il y a donc la présence de ce fameux hors-champ. Et c'est un mouvement de caméra qu'on appelle dans le jeu vidéo scrolling, qui nous permet de parcourir l'immensité de la galaxie. Et donc oui, Maxime, ça bouge. Avec Scramble, en 1981, on a affaire à une autre particularité. Contrairement à Defender, où il est possible de parcourir l'espace à sa guise, la caméra ne faisant que s'adapter au mouvement du joueur, le scrolling de Scramble, lui, défile. Le jeu nous impose un rythme. Nous ne possédons plus cette liberté sur l'espace. Et vous voyez qu'il ne s'agit que d'un petit détail différent d'un jeu à l'autre, et pourtant, ça en modifie clairement le ressenti du joueur. Ça change le gameplay. Scramble est beaucoup plus difficile. Il oblige à éliminer rapidement les ennemis pour ne pas se retrouver débordés. Et éviter les obstacles demande d'être beaucoup plus réactif. Et il n'y a plus de propulseur puisque nous n'en avons plus l'utilité. Et oui, le vaisseau est forcé d'être en mouvement, comme tiré par ce scrolling. Nous avons aussi l'apparition d'une jauge en bas de l'écran représentant notre niveau d'essence qui ne cesse de diminuer. Pour s'approvisionner, il nous faut larguer des obus sur les bidons fuel, ce qui s'avère complexe puisqu'ils ont une trajectoire en biais.
Avec Looping, on repart donc sans le propulseur, bien que le scrolling s'adapte à notre mouvement. Mais l'espace est limité par 2 pylônes aux extrémités de l'écran. Quel est donc l'intérêt? Avec Defender, un simple bouton permet de faire demi-tour. Ici, c'est une véritable manœuvre que nous devons opérer, un looping, comme le titre l'indique. Ces pylônes nous contraignent à en manœuvrer régulièrement pour ne pas les percuter. Il est donc indispensable de maîtriser la physique de son vaisseau pour s'en sortir. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Jean-Charles? Mes parents, ils disent tout le temps que le jeu vidéo, c'est abrutissant. Peut-être que tout simplement ils connaissent pas le média et qu'ils s'en font une image qui est pas Et forcément... donc, je me disais que l'histoire-géographie, c'est quand même beaucoup plus enrichissant pour de jeunes adultes qui se développeront comme nous. Ça va, s'il vous plaît, Jonathan, ça va. Et Jean-Charles a pas tout à fait tort, hein, il le dit à sa manière, mais l'histoire-géographie est quand même une matière importante pour vous construire. Bon, et s'il vous plaît, on peut reparler de ça à la fin, là, il y a Xevious qui nous attend. Un jeu de 1982, alors nous avons à nouveau un scrolling qui défile, mais au lieu qu'il soit horizontal, le voilà vertical, ce qui induit donc que nous passons d'une vue de profil à une vue du dessus. Et là, vous allez voir qu'on se rapproche encore un petit peu du 7e art. Vous savez que la manière dont on filme une scène au cinéma influe sur le ressenti émotif du spectateur. Et bien ici, avec cette vue du dessus, nous avons un effet de profondeur, une mise à distance avec le sol, qui peut donner un petit effet de vertige, que nous n'avions absolument pas avec Defender, par exemple. Comme dans Scramble, nous avons la possibilité de larguer des obus pour atteindre les cibles au sol. Un petit cadran, quelques centimètres devant le vaisseau, nous permet de connaître le lieu de l'impact de nos missiles. Je vous présente à présent Time Pilot. Ici, le scrolling peut être à la fois vertical et horizontal, mais surtout, l'espace n'a pas de limite, ou en tout cas donne cette illusion. Je peux par exemple aller vers le bas indéfiniment sans jamais apercevoir la Terre. Et cela est identique pour n'importe quelle direction. Aucun obstacle donc de décor, contrairement à Looping et ses fameux pylônes. Seulement l'immensité du ciel pour abattre les vaisseaux ennemis. À présent, regardez un petit peu ce jeu. Il vous semble étrange, n'est-ce pas? Eh bien oui, il s'avère un poil différent de tous ceux qu'on a vus aujourd'hui. Ici, pas de scrolling, on reviendrait presque à un déplacement linéaire, puisqu'il s'agit d'un déplacement circulaire. L'horizon n'est pas une droite, mais un point situé au centre de l'écran. Cette fois-ci, c'est dans la profondeur que nous nous déplaçons. Les étoiles qui défilent donnent l'illusion que nous allons à une très grande vitesse. Et si nous avions un semblant de 3D avec les shoot'em up, c'est ce que nous propose Zaxxon avec cette représentation de l'espace en 3D isométrique. Nous pouvons donc nous déplacer de droite à gauche, rien d'inhabituel, mais également nous rapprocher du sol ou nous en éloigner. Nous disposons donc d'un espace en 3 dimensions. À présent, pour parvenir à éliminer ses adversaires, être sur la même verticale ne suffit plus, il faut aussi s'aligner sur l'horizontale, ce qui donne, et c'est le cas de le dire, une nouvelle dimension aux batailles. Et oui, à l'époque où des films cartonnent, comme La Guerre des Étoiles, Rencontre du troisième type et bien d'autres, le jeu vidéo est lui aussi happé par la science-fiction. Et régulièrement, cela prendra la forme de shoot'em up, un type de jeu s'adaptant bien à l'arcade, demandant de combiner réactivité et précision, et donc une certaine maîtrise de jeu. Et nous voyons que les premiers shmups multiplient les expériences entre le scrolling classique et celui qui défile, le déplacement vertical, l'horizontal, le circulaire, ou même en y ajoutant une représentation en 3D. Avec toutes ces formules, le média se cherche toujours, mais on y découvre une large gamme de sensations, parfois radicalement opposées en modifiant simplement un élément de gameplay ou de game design. Tout est encore à inventer. On découvre, on tâtonne, on expérimente. Bienvenue dans le monde du 10e art. Bon allez, c'est décidé pour moi, je vais aller voir monsieur le proviseur et lui expliquer la situation. Ça peut plus durer comme ça. Ça veut dire qu'on va avoir d'histoire géo, monsieur? De toute façon, vous pouvez pas passer à côté. Allez, je vais de ce pas dans son bureau et je lui dis la vérité. Monsieur le proviseur, il faut vraiment que je vous parle de quelque chose. Professeur Edouard, entrez. Vous savez, nous sommes très très fiers de vous. Ah bon? Tout le monde dit qu'à la sortie de vos cours, vos élèves sont plus avenants, plus souriants. Vous semblez avoir réussi à intéresser cette bande d'incapables. Quel est votre secret? Vous savez, pas grand-chose, j'essaye simplement de leur transmettre un peu de... La discipline. Vous avez parlé de vos rectorats, ça doit se savoir. C'est pas la peine de les embêter avec ça. Je vous préviens un grand avenir, professeur. À demain. À demain, monsieur.